Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Nous sommes le 5 juillet, voici les titres. Après la vigilance émise sur la Loire par la préfecture du Maine-et-Loire, doit-on s'attendre à des restrictions de prélèvement d'eau sur le fleuve Royal? En Maine-et-Loire, les mesures pourraient se durcir à la fin de semaine. Alors qu'en est-il en région centre? Nous verrons cela dans ce journal. À Tours, les antipubs condamnés à des amendes. En mars dernier, ils avaient procédé à des opérations barbouillage sur des abribus. Et puis enfin, le jour J pour 650 000 bacheliers avec les résultats du bac rendus publics et une ambiance un peu plus plaisante chez les séries S après les péripéties autour de l'épreuve de mathématiques. Hier, la préfecture du Maine-et-Loire a placé la Loire en vigilance sécheresse et pourrait même durcir les mesures de restriction d'usage de l'eau d'ici la fin de semaine. Alors, quelle est la situation un peu plus en amont chez nous, en Indre-et-Loire et en Loire-et-Cher? On voit cela avec Gaël Poulain. Nous pouvions nous attendre à un succès estival de la Loire à vélo, mais peut-être pas tout à fait comme cela. Depuis plusieurs semaines, la Loire s'efface, laissant apparaître les piles des ponts et donnant naissance à toutes sortes de plages. Une situation qui fait peut-être le bonheur des uns, mais pour les autres, ce niveau exceptionnellement bas pour un début juillet est source d'inquiétude. La vigilance est donc de mise au comité de bassin Loire-Bretagne. Un arrêté préfectoral a été pris par le Maine-et-Loire dans le cadre de ce comité de bassin, qui est un arrêté cadre. Nous-mêmes, nous avons l'observatoire sécheresse, comme toutes les semaines. Nous en discuterons avec les différents partenaires, et notamment les usagers de l'eau de la Loire, pour envisager également, le cas échéant, des mesures de restriction à l'identique de ce qu'a fait le Maine-et-Loire. L'objectif étant d'avoir des mesures coordonnées entre les départements tout au long du lit du fleuve. Des restrictions qui concerneraient d'abord les usages de l'eau dits de confort, comme le lavage des voitures ou encore le remplissage des piscines. Mais si la situation devait s'empirer, ces mesures pourraient viser l'irrigation des cultures. Une hypothèse qui, même si elle n'est pas encore actée, pourrait avoir de lourdes conséquences pour ceux qui dépendent de la Loire ou des cours d'eau que le fleuve alimente. Pour les agriculteurs qui dépendent de la Loire, c'est-à-dire ceux qui sont à la plus proche, enfin à proximité, c'est-à-dire qui pompent soit directement, soit dans la nappe d'accompagnement, ça serait très difficile parce que ils ont pas de solution. Dans la plupart des cas, ils n'ont pas de solution de report. Là, il y a encore, on va dire, 3 semaines très cruciales au niveau du maïs, entre autres. Le maïs est en pleine fleur, donc c'est là que se fait le rendement, où on peut sauver un minimum de rendement. Les restrictions en eau pourraient donc mettre une nouvelle fois en danger les finances des agriculteurs. Et les regards se tournent également vers les 2 centrales nucléaires de Saint-Laurent-des-Eaux et Avoine. Une attention toute particulière est donc portée au maintien du niveau de 2 réservoirs permettant d'alimenter l'Allier et la Loire et qui comptent aujourd'hui 290 millions de mètres cubes d'eau. La préfecture d'Indre-et-Loire a présenté aujourd'hui son plan canicule. Il est constitué de 3 niveaux en fonction des chaleurs, mais la préfecture demande surtout à ce que tous les citoyens soient vigilants envers les personnes âgées notamment, mais aussi les sans-abri. Les déboulonneurs condamnés aujourd'hui par le tribunal de Tours. Les déboulonneurs, ce sont ces personnes qui refusent la présence de publicité dans l'espace public. À plusieurs reprises, ils avaient effectué à Tours des opérations de barbouillage d'abribus notamment. Ce fut le cas en mars dernier. Le tribunal les a condamnés à des amendes. Sabrina Meloult. Le tribunal, veuillez vous lever. Selon la juge, l'invasion publicitaire est un débat de société qui a vocation à être porté à l'Assemblée nationale. Bomber des panneaux reste donc une infraction qu'aucune liberté d'expression ne doit justifier. Retenus coupables pour détérioration légère, Rémi et Guillaume écopent de 120 € d'amende avec sursis et devront chacun 50 € à l'entreprise JC Deco au titre de la constitution de partie civile. Son jugement a été très bien argumenté, je pense que c'est pas du tout une décision lâche, pas spécifiquement sévère non plus, il y a eu pire, bon je dirais que c'est dans la moyenne. À Tours, le collectif des déboulonneurs de pub n'en est pas à son premier avertissement. Leur force, militer à visage découvert et de manière non violente. Leur but, alerter les pouvoirs publics sur le matraquage publicitaire en barbouillant les panneaux. C'est certain que je vais continuer à militer contre l'envahissement publicitaire. Sous quelle forme, je ne sais pas encore, je vais continuer ce militantisme. C'est certain que ce n'est pas une décision d'un tribunal
qui va totalement annihiler mes convictions. En avril 2010, un jugement de la 13e chambre correctionnelle de Paris avait relaxé des militants en soutenant qu'ils avaient usé de leur droit de réponse face à une publicité qui, selon la chambre, n'était ni plus ni moins que l'exercice de la liberté d'expression. Une décision qui tranche avec celle prise par la juge cet après-midi. J'ai trouvé sa motivation très intéressante parce qu'elle n'a pas remis en cause l'action citoyenne qui est menée par les déboulonneurs. Elle l'a au contraire souligné, tout en malheureusement les condamnant à une amende avec sursis. Les méfaits de la publicité, un procès qui invitera peut-être un jour le thème au débat public. Rappelons qu'un autre débat bien connu, celui des OGM, avait commencé comme celui-là, à l'abri d'un palais de justice. La politique et le bizutage, en quelque sorte, de Claude Greff, en sa qualité de secrétaire d'État à la famille. Elle a expérimenté aujourd'hui les questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, expérience qu'elle attendait avec quelque peu d'appréhension. Elle a dû répondre à une question d'une députée SRC de Gironde, Pascal Gau, qui l'a interpellée sur le fait que la quasi-moitié des Français ne partent pas en vacances faute d'argent. Voici en partie la réponse de Claude Greff. L'occasion de l'Assemblée générale du 25 juin dernier à l'UNAF, l'Union nationale des associations familiales, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre des Solidarités et de la Cohésion sociale, a également proposé d'augmenter l'effort financier en faveur des vacances familiales pour les familles défavorisées. Alors évidemment, de nombreuses familles modestes et pauvres ont besoin d'être aidées pour leur permettre de se retrouver et de resserrer des liens. L'importance de cet enjeu justifie aujourd'hui que nous allions plus loin. Un peu de silence, voilà s'il vous plaît. Dire, mesdames et messieurs les députés, nos concitoyens attendent que nous apportions des réponses concrètes. C'est ce que le ministère va faire et madame le Merci de conclure. Claude Greff quelque peu chahuté. Et puis les suites de la mobilisation autour de la desserte Blois-Paris. Une association soutenue par le maire de Blois, Marc Géricourt, demande plus de trains directs pour la capitale. Marc Géricourt qui s'est rendu au ministère des Transports aujourd'hui pour plaider en ce sens. On l'écoute. Nous avons eu le député de la circonscription, le président de l'agglomération, Christophe de Gruel, et moi-même, un excellent accueil au ministère. Nous avons été reçus par le directeur de cabinet de monsieur Mariani. Donc une oreille attentive aux arguments qui ont été les nôtres. Pas d'engagement évidemment de la part du ministère. L'engagement évidemment de transmettre tout cela au ministre et aux autorités de la SNCF. Donc on est, comme on a dit, dans un contexte où nous sommes à la fois en colère, mais j'allais dire confiants de décisions qui correspondraient mieux à ce que l'on attend tous et qui seraient, j'allais dire, conformes à ce qu'on peut attendre au niveau national d'un aménagement du territoire digne de ce nom. Propos recueillis par Anaïs Michaud. Ce matin, il devait encore être nombreux à avoir le ventre noué et pour cause, les résultats du bac étaient rendus publics et comme chaque année, devant les lieux d'examen, il y a les heureux mais aussi les déçus. Romain Delvin. Mec, en maths j'ai eu 13 en maths. Moi aussi. Le gars qui n'a pas eu la moyenne dans l'année. Pareil, ici, la dernière tu l'as eu. Ah oui, si, c'est vrai. Surpris, agréablement surpris, Aymeric et ses copains de classe sont bacheliers. Et ces titulaires du bac scientifique 2011 ne disent pas forcément merci à la fuite et au retrait d'un exercice de maths. Justement parce que Exode Proba, moi je vais tout long. Je suis sûr j'aurais eu 14 ou 15 là. Ils m'ont enlevé des points. 18 en maths, mec. J'ai eu 13. Comment ça peut en maths. 18 en maths, on dit merci à l'exercice raté ou pas Je pense pas parce que de toute façon j'aurais eu mes 4 points personnellement. Vu que c'était l'exercice le plus simple, ça m'a plus embêté qu'autre chose. Pour compenser cet exercice suité, plusieurs solutions avaient été retenues par l'éducation nationale, mais jamais il n'a été question de repasser l'examen. On avait entendu d'abord que la moyenne allait être abaissée à 9, mais finalement je crois qu'ils ont juste été indulgents pour les gens qui étaient à quelques points d'avoir leur bac et ils leur ont évité d'aller au rattrapage, mais sinon je crois que ça a été noté normalement. Ils ont réparti aussi les points du premier exercice sur les 3 autres exercices.
Pour cette affaire de fuite, 3 mises en examen ont été prononcées pour fraude aux examens. Une décision judiciaire mal comprise par les lycéens. Une grosse affaire pour rien, genre là le mec, l'imprimeur il va aller en tôle et tout, tout ça pour un... Bah oui, tout ça parce que son fils il allait... En plus son fils avait la chance d'avoir le sujet et il en a fait profiter tout le monde. C'est eux qui ont fait la suite, bon bah ils assument, non, mais je suis bien d'accord, ils sont pas capables de garder une enveloppe secrète, ils mettent les 4 points à tout le monde, c'est leur faute. Mais là ce qui est dégueulasse c'est que du coup ils font toute une affaire là-dessus alors qu'on parle pas de tous les BTS, même dans les bibliothèques parisiennes, il y avait des rumeurs comme que tous les sujets tournaient la veille au soir. Et apparemment, c'est pas faux. Moi, je sais que j'ai une copine à Paris qui m'a dit qu'elle avait eu plein de sujets la veille. Enfin, après ça, on n'en parle pas parce qu'il n'y a pas de preuves. Ça restera pour ces bacheliers l'anecdote de leur bac 2011. Et maintenant, c'est l'heure de dire ciao à la vie lycéenne pour entrer dans la vie étudiante. En bref, la circulation sera limitée sur le périphérique ouest Tourangeau jusqu'au 8 juillet. D'abord, l'infrastructure sera fermée entre 20h et 6h ce soir et demain entre les échangeurs de La Riche et de Savonnières, dans le sens nord-sud, et les nuits du 6 au 8 juillet au même endroit, mais dans le sens sud-nord. Il s'agit de travaux de réfection des voies. Le Tourangeau Jérémy Roy a une nouvelle fois fait parler de lui sur le Tour de France. Le coureur de la Française des Jeux était dans la seule échappée de cette 4e étape entre Lorient et Mur-de-Bretagne. Les 5 fuyards sont partis au 9e kilomètre. Ils ont compté jusqu'à 4 minutes 55 d'avance sur le peloton, mais ils se sont fait rattraper à 5 km de l'arrivée, après donc 158 km d'échappée. Une 4e étape remportée au sprint par Cadel Evans. Pour finir ce journal, une idée de sortie culturelle pour tout l'été et on se rend à la limite du Maine-et-Loire, à l'abbaye de Fontevraud. Le site accueille une structure monumentale en son cœur. Elle permet au public de prendre de la hauteur. Anaïs Michaud. La marche comme philosophie de vie, voilà ce que propose l'abbaye de Fontevraud cet été. L'ancien monastère qui se pose pour la saison en cité idéale accueille dans son cloître une œuvre aux airs de montagne russe. On a un jardin qui, de par sa forme, en fait, est très géométrique, très orthogonal. En fait, on est sur 4 grands carrés qui donc divisent l'espace en 4 parties, qui créent 2 allées centrales avec une croisée des chemins. Et là, l'idée était de jouer presque dans un contraste d'opposés complémentaires avec des formes courbes. Et puisqu'on est dans un jardin, on est sur une forme qui s'apparente à peut-être une géométrisation forcée d'un élément naturel que serait le paysage, que serait un ensemble de montagnes. Et donc là, on a un ensemble de montagnes pétrifiées. Une sculpture à admirer bien sûr, mais aussi et surtout à expérimenter. Ce qui a été rudement bien par contre, c'est de s'élever et de voir les bâtiments et le cloître en hauteur, et c'est une vue tout à fait différente. Après, la sensation de repasser en bas est presque un petit peu frustrante. Moi, j'ai eu qu'un désir, c'était de remonter. C'était très doux comme sensation. Des marches et une promenade en zigzag afin de ralentir le pas et avoir le temps d'observer le cloître sous différents angles. Prendre de la hauteur pour obtenir des points de vue inédits, c'était bien cela l'idée du concepteur de l'étrange belvédère. Alors rendez-vous dans ce lieu utopique où se mêlent marche, philosophie et poésie. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant avec Jean-Luc Paroissien, le directeur de Cité Tram. On va parler des travaux du tram Tourangeau. À tout de suite.